Si toi aussi tu veux devenir une abeille officiellement, c'est simple. Il te suffit de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche qui s'affiche juste après ton abonnement. Je t'encourage aussi vivement à réagir aux vidéos qui te plaisent. Plus on aura de réactions sur une vidéo, plus on est susceptible de creuser le sujet qui la concerne. Allez, bon visionnage. Bis les abeilles et bienvenue sur Killer Bee, ici Nil le Soubéran, toujours accompagné par mon fidèle Happy End. Rassurez-vous, l'intro sera courte, je vous dis simplement que la vidéo sur les numéros manquants de Final Fantasy VII n'a pas encore reçu assez de réponses pour effectuer un tirage au sort. Quand je vous dis de réécrire Loveless, c'est à votre manière, en réinventant totalement l'histoire pour l'adapter à vous. Enfin bref, cette fois on part sur un deuxième épisode basé sur l'inspiration de personnages. Des extraits de théories seront bien évidemment présents tout au long de ces petites histoires, mais c'est surtout l'envie de vous faire partager les histoires qui m'ont bercé qui se fera ressentir. Et on commence tout de suite avec un drôle de trio n'étant pas issu de la même œuvre. Encore un personnage célèbre de Charles Dickens, j'ai nommé Oliver Twist. Le personnage de Sabo lui ressemble assez, la seule grande différence étant la connaissance de leurs origines. La petite rébellion d'Oliver à la cantine est selon moi la marque qui a conduit le personnage d'Oda chez Dragon. Brownlow est donc interprété par Dragon dans notre cas. Encore un élément, Tom Sawyer et Huckleberry Finn correspondant assez bien à l'univers de Dickens ont été ajoutés par Oda dans le monde d'Oliver Twist. Et les trois sont devenus frères. Huckleberry serait dans ce cas représenté par Ace et Luffy serait sans aucun doute le Tom Sawyer du royaume de Goa. Bien entendu, cette comparaison n'est là que pour illustrer l'arc du passé de Luffy. Les inspirations de nos personnages sont des variables selon le contexte et l'époque dans l'univers de One Piece. Le chevalier d'Éon, aussi nommé Charles de Beaumont, était un espion français spécialisé dans l'art de se travestir à la perfection. Il a donné naissance à deux personnages de One Piece, le premier étant chasseur de primes et ayant le Mane Mane no Mi, bonne clé, le deuxième étant encore plus discret et pouvant changer de sexe grâce au Horu Horu no Mi, le révolutionnaire Emporio Ivankov, qui tient son nom du créateur Armani. Notons que le chevalier d'Éon est né à Tonnerre et que la traduction du prénom Inazuma en français, c'est éclair. Mais oui, c'est clair. Roger et son histoire sont bien évidemment inspirés de l'histoire la plus célèbre de la piraterie, celle de Stevenson. J'ai nommé l'île au trésor. Des noms comme Silver, Hawkins ou Tom figurent dans cette œuvre et l'histoire d'un trésor caché sur une île est certes célèbre dans le monde de la piraterie, parfait exemple avec Max Turtle et son doudou dans la famille pirate, mais trop de coïncidences me laissent supposer que Roger aurait pu être Flint ou Billy Bones. Rappelons que les histoires sont changées par Oda pour en faire ce dont il a besoin. Je n'insinue donc pas que Riley est aussi mauvais que John Longsilver, bien au contraire. Moria n'a pas que Tim Burton dans son entourage, mais également H.G. Wells ou H.P. Lovecraft. Je m'explique. Moria étant lui-même inspiré d'Oogie Boogie, beaucoup de personnages de son arc, Brooke compris, proviennent de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et je vous invite d'ailleurs à regarder l'inspi Frisbee de l'équipage pour y voir plus clair. Mais je n'ai pas parlé d'Oz, des ombres, ni même d'Absalom. Pour Absa, H.G. Wells et l'homme invisible écrit par l'auteur correspondent parfaitement. De plus, le caractère d'Absa est le même que celui de l'albinos Griffin en version humoristique bien sûr. Enfin, pour les ombres et le méga zombie Oz, Lovecraft avait parodié Frankenstein avec son histoire sur Herbert West. Le réanimateur parvenait à ramener des morts à la vie de par ses expériences, qui finirent par se rebeller contre lui. Souvent, ces expériences avaient des malformations, et je me souviens même d'un sujet sans tête s'étant échappé. Al Capone, big boss de Chicago et parrain de la mafia italienne. Un pionnier du genre aux États-Unis d'ailleurs. Il se marie à une Irlandaise assez tôt et est épaulé par Torrio au début de sa carrière. En devenant de plus en plus important, il commence à se frotter aux familles irlandaises influentes. Son but a toujours été de diriger le milieu, d'être le maître du jeu. C'est pourquoi je ne pense pas que Gang Badge veuille le titre de Yonkou, ni même devenir le seigneur des pirates. Ce qui doit l'intéresser, c'est de renverser Big Mom. Une belle opportunité s'est offerte à lui quand Luffy a fait tomber Doflamingo. La version One Piece du massacre de la Saint-Valentin risque d'être intéressante à suivre. D'ailleurs, une citation d'Al Capone me fait assez penser à sa discussion avec Sanji. On peut obtenir beaucoup plus avec un mot gentil et un revolver qu'avec un mot gentil tout seul. Les filles d'Arès, dieu de la guerre, étaient d'incroyables combattantes. C'était un peuple de femmes pour qui la reine se devait d'être la plus forte, telle Hippolyte qui servit d'adversaire à Héraclès. Mais ce n'est pas la seule référence à la mythologie grecque liée à Hamok. En effet, il est dit que quiconque voit les sœurs Boa à poil se fera pétrifier par l'œil de la Gorgone. Il est ici fait référence à la bande de Méduse, belle leader du trio des sœurs Gorgone. Elle était l'une des petites amies de Poséidon qui, jaloux de sa nièce Athéna, a essayé de se venger d'elle. Pour rappel,
La ville d'Athènes n'avait pas encore de nom ni de divinité protectrice. Son peuple hésitait entre Poséidon ou Athéna, qui firent donc un concours du meilleur cadeau. Poséidon offrit une fontaine d'eau de mer magnifiquement sculptée. L'eau de mer servait à l'époque à couper le vin, entre autres, joli mais sans plus. Ce à quoi Athéna répondit en créant l'olivier. Le dieu en colère a donc décidé de s'envoyer en l'air avec sa petite amie Méduse dans le temple de la déesse de la sagesse. Pas très poli tout ça. Athéna la changea en monstre avec plein de serpents dans les veuches et un regard rayon laser pétrifiant tous ceux qui la regardaient dans les yeux. Le Meromeronomi pétrifie sur un schéma similaire à ça. Maintenant, passons aux deux autres sœurs Boa Gorgone. La légende dit que si on prend du sang sur le côté droit d'une gorgone, il servira à ramener quelqu'un à la vie. Par contre, si c'est sur le côté droit, c'est un poison sans remède qui attend celui qui y aura droit. C'est sur cette partie-là que je m'attarderai. Boa Marigold peut cracher du poison de par son fruit du démon. Encore une référence bien placée. Les inspirations liées à Barbe Blanche sont nombreuses. On sait tous qu'il a le physique du grand Hulk Hogan, récemment au centre d'un scandale aux États-Unis. On sait aussi qu'Oda s'était inspiré du tenancier d'un bar où il avait ses habitudes. Ces histoires, tout le monde les connaît. Mais connaissez-vous le grand cachalot blanc Moby Dick? Ce cétacé, cousin de la baleine, est au centre d'une obsession de vengeance du capitaine Ahab. Selon ma théorie sur Crocodile, Ahab serait donc, pour le cas de Newgate, joué par Crocodile. Vous l'aurez compris, Barbe Blanche serait, tout comme son navire, Moby Dick. De plus, une référence a été bien placée dans son prénom, puisque Newgate a été la porte d'entrée de la nouvelle génération. La mort de celui que l'on nommait le roi des mers a permis à cette porte de s'ouvrir pour laisser passer la pire génération. Il dit d'ailleurs qu'aucun navire de la nouvelle ère ne pourra le porter avant de s'en aller et met fin à sa génération de piraterie en partant sur une phrase légendaire. Bien, sur toutes ces comparaisons badass, laissez-moi vous montrer H. Canonix. Sans aucune raison précise, je pense à lui quand je revois la première scène de Barbe Blanche, la scène de son apparition. Edward Teach est loin d'être aussi horrible que Marshall D. Teach à mon goût, je le trouve même assez badass. Ce pirate a la magnifique barbe pleine de dread, au passage c'est juste sublime, c'est trop beau pour que ce soit une barbe, mais passons. Ce pirate était mandaté par la couronne anglaise, en faisant donc un militaire et plus important que tout, un pirate agissant dans la légitimité la plus parfaite puisqu'il bénéficiait du statut de capitaine corsaire, tout comme Robert Surcouf en France. Il faut noter que Satch était l'un des noms donnés à Teach et que Teach tuant Satch dans One Piece est assez philosophique vu comme ça. On pourrait penser qu'il tue par la même occasion le Teach trop longtemps resté dans l'anonymat. Le vrai Teach devient d'ailleurs pirate suite à son mandat de corsaire n'ayant pas abouti à ce qu'il souhaitait. Il volera un navire qu'il nommera la revanche de la reine Anne qu'il servait autrefois. Bien trouvé. Le nom de celui qui a finalement réussi à tuer Teach au cours d'une très longue bataille assez inégale avec un désavantage certain pour le corsaire est celui du lieutenant Maynard, comme le petit protégé de Fujitora. A noter que le bateau volé par Teach transportait des esclaves, mais j'aimerais également parler du physique mais aussi de l'attitude d'un autre personnage, Shiryu de la pluie. Non Appien, cette image était juste après, mais laisse-la, car nous allons effectivement faire un rapprochement avec Monsieur Bison. Tu le fais exprès là. Enfin bref. Le tueur retors de prisonnier Impel Down et le leader de Shadaloo se ressemblent assez, vous ne trouvez pas? Street Fighter s'est incrusté dans One Piece d'une façon assez discrète, je dois bien l'avouer. Aura-t-on droit à un psycho-katana? Ça, c'est une autre histoire. Autour de Lafitte, qui a un nom ayant marqué la France dans bien des domaines d'ailleurs. D'après Wikipédia, les célébrités portant ce nom sont toutes françaises. Certains sont connus pour leurs hauts faits militaires. C'est pourquoi je me suis souvenu du mime Marceau, me disant bien que j'avais déjà vu sa tête quelque part. Loin d'être un stéréotype du mime, chaque trait sur le visage de l'un d'eux est important, chaque détail, puisque leur jeu consiste à jouer sur une attitude et surtout pas sur les mots. Le plus célèbre des mimes après le grand acteur de cinéma muet Charlie Chaplin a donc inspiré les traits de Lafitte. Le tokusatsu est un type de série né au Japon. Pour faire court, en France nous avons connu Xor, Bioman et Power Rangers qui suivent le même principe. Ici nous allons parler des Sentai, comme Power Rangers par exemple, et aussi de Kamen Rider, qui reprend souvent l'histoire d'un seul rider, rencontrant parfois un rider secondaire comme Yuto pour Ryotaro dans le meilleur de toutes les séries de Rider à mes yeux, Kamen Rider Deno. Heraclesen est une référence plus que directe au Kamen Rider Stronger, l'un de mes préférés d'ailleurs. Notons que son prénom est celui du descendant de Persée, j'ai nommé Héraclès, bien évidemment une référence à la race de Scarabée Hercule. En plus, il est le maître de Sogeking, lui-même toujours dans le même délire de Kamen Rider. C'est bien plus facile à voir dans l'anime avec le générique qui lui est associé.
Enfin, parlons de Sentai, et plus précisément de celui qui tient le rôle de Blue. Laoji, au pose assez proche d'un épisode de JoJo Bizarre's Adventure, est assez proche de ce style de série, avec sa ceinture imitation Gucci. Enfin, je voulais mettre l'accent sur les motifs de son costume, très proche des motifs de Flèche Noire dans les Inhumains de Marvel Universe. Peut-être une autre référence cachée. D'ailleurs, ce type de dessin était également présent sur Electro des Sinister Six, ennemi de Spider-Man. Enfin, une autre référence au Sentai est placée dans une scène de Thriller Bark. Franky demande à plusieurs personnages de venir s'équiper à lui pour créer une espèce de Megazord. Pour Kaido et Jack, une autre vidéo sera prévue où je détaillerai la comparaison, par exemple entre Kaido et Siegfried. Laissons leur inspiration nordique pour revenir à la partie mongole de leur inspi, car oui, ils sont aussi issus de deux personnages mongols d'histoire cette fois. Le plus grand et pourtant moins célèbre des deux étant Gengis Khan, grand stratège et surtout l'un des personnages historiques ayant eu le plus grand territoire sous sa coupe, avec Alexandre le Grand, Jules César et plus récemment Adolf Hitler. Et comme ces égaux que je viens de citer, il n'était pas toujours très souriant le bonhomme. Il laisse d'ailleurs une marque si négative qu'il est aujourd'hui considéré comme l'un des personnages historiques les plus détestés de son temps, ce qui n'empêche pas la Mongolie d'en faire encore son héros. Il partage d'ailleurs ce point commun avec Jules César et Adolf Hitler, mais ajoutons aussi Ravaillac à la liste, ces personnalités étant toutes plus détestées les unes que les autres. En bref, le territoire de Kaido est titanesquement grand, étant donné son rang de Yonkou, et ce n'est pas un personnage très sympathique. Ses traits ne sont pas sans rappeler ceux du Mongol, mais le détail le plus intéressant est sur Jack. Et oui, la sécheresse, là où il va, plus rien ne repousse. Cette citation est attribuée à Attila, d'ailleurs Jack n'a pas de monture puisqu'il est lui-même sa propre monture, ce qui pourrait laisser croire qu'Oda ait voulu s'inspirer de Balamer, le cheval d'Attila, pour la forme Zoan. Les Huns étaient un peuple mongol, on pourrait d'ailleurs s'attendre à voir un personnage inspiré de Balambert par exemple, qui était l'arrière-grand-père d'Attila. Je laisse aux autres le jeu de cartes en attendant d'avoir assez d'éléments pour expliquer cette inspiration-là. Parlons de la Mama, bien que ce nom ait des consonances italiennes, où la mère était la grande figure familiale, elle est totalement inspirée de la reine Victoria. Mais pas de n'importe quelle manière, je m'expliquerai d'abord sur la source historique de cette inspiration. Victoria était connue pour avoir été au centre du monde pendant son règne. Il ne faut pas oublier que ses colonies anglaises s'étendaient dans plusieurs pays. La Chine et l'Inde marchaient droit face à elle. Son territoire officieux était immense et elle était connue par la suite pour beaucoup agir dans l'ombre. D'ailleurs, c'est un point scénaristique qui a très bien été compris pour la création de son personnage dans Kuroshitsuji. Officiellement, elle se devait de faire bonne figure car la monarchie ne règne pas réellement, ou comme le dit l'adage, le monarque règne mais ne gouverne pas. Maintenant parlons de la façon dont elle a été retranscrite par Oda. Il s'est inspiré d'un personnage lui-même inspiré de Victoria, j'ai nommé la Reine de Cœur. D'ailleurs, tout comme chez Moria, les inspirations de Whole Cake Island sont très rapidement identifiables. On a eu du Roméo et Juliette avec Sanji et Pudding jusqu'à la révélation, du Hansel et Gretel avec notamment la méchante brûlée, pareil pour les Misérables et Cosette, ou encore la Belle et la Bête tout récemment. Shido avait d'ailleurs lâché un petit tweet assez marrant à la sortie du scan. Bref, beaucoup d'inspiration, mais le thème principal est, comme je le dis depuis la fin de Zoo, Alice au Pays des Merveilles, du brillant et douteux Lewis Carroll. J'ai pu très tôt dans ma vie me rendre à Christ Church College où j'ai appris beaucoup de choses sur l'auteur d'Alice, entre autres. Beaucoup de choses qui correspondent avec l'univers flippant plein de couleurs de notre chère Liline. Ce professeur de maths avait totalement saisi ce qu'était un rêve, il a d'ailleurs permis à d'autres, tels Lovecraft, d'approfondir le sujet. Mais en plus de ça, il était mentalement très douteux, allant même jusqu'à tomber amoureux d'Alice, la fille de 10 ans du proviseur de Christchurch où enseignait l'auteur. Enfin, vous avez à peu près la base. Maintenant, le contenu. Pour l'instant, Alice, alias l'intrus qui découvre un nouvel univers, n'est autre que Carotte. La reine de cœur qui hurle de couper des têtes, c'est Liline. Le petit roi a l'air d'être Pound. Et on a même vu une sorte de mélange entre Absalom la chenille et un blouson noir qui traînait au Johnny's Diner dans les années 50. Un petit d'un petit et sans aucune hésitation le baron Tamago. D'ailleurs, ce personnage apparaît dans la liste de l'autre côté du miroir. Carotte est de l'autre côté du miroir. On voit également les jumeaux mais aussi le lapin blanc, à moins que ce ne soit le lièvre de Mars en l'incarnation de Randolph. Perospero, avec ses pouvoirs dignes de Boubou, est une belle référence à Charlie et la chocolaterie, mais également à ce qui m'a paru être le Chapelier fou. J'espère voir un autre personnage montrant clairement mieux une affiliation au Chapelier, qui reste mon personnage préféré avec Cheshire. En parlant de Cheshire, est-ce Bobine? Et ça soulève une autre question, pourra-t-on voir le Zoan préhistorique du dodo comme le capitaine Dodo d'Alice? Qui sera le morse qui tue les huîtres? D'une question en est 1000, on passe à un duo particulier.
Newton, Paracels, Flamel, De Vinci, autant de génies qui ont façonné le monde, tels Pascal ou Albert Einstein. Tiens, c'est sur ce nom que je vais m'attarder. Bien plus que John Dee ou que n'importe quel autre savant de notre belle histoire, Einstein, sa moustache et sa langue ont marqué notre monde. Il est entre autres à l'origine de la formule sur la vitesse de la lumière, E égale mc2 pour énergie égale masse et vitesse de la lumière dans le vide au carré. Ces travaux sont encore à l'origine de bien des recherches. Pour ma part, je m'y intéresse assez concernant le déplacement d'une particule de lumière observée dans le domaine de ce qu'on appelle aujourd'hui la physique quantique. Enfin, nous y reviendrons probablement un jour. Mais pour l'instant, c'est sur une partie moins rigolote que nous allons nous concentrer. Parlons des deux personnes ayant inspiré le duo Vegapunk-Shizar. Ces deux personnes ayant donné naissance à la bombe atomique, Einstein et Oppenheimer. Le projet Manhattan est né suite à une lettre d'Einstein à Roosevelt, où il lui confiait son inquiétude quant à la création d'une bombe atomique chez les Allemands suite à certaines actions suspectes liées à l'exploitation de certaines mines tchécoslovaques, toujours en rapport avec l'uranium. Or, à cette époque, en France et aux États-Unis, des chercheurs que sont Joliot, Fermi et Slizar venaient de faire paraître des travaux comme quoi la possibilité d'une réaction nucléaire en chaîne dans une grande quantité d'uranium était possible. Einstein ne participe pas au gros du projet, jugé trop pacifiste lors de la Première Guerre mondiale pour pouvoir servir lors de la création d'une arme. Notons que la création de cette arme va à l'inverse de ce que voulait Einstein dans sa lettre. Oppenheimer est mis sur le projet, mais de ce que je sais, ce n'est que bien plus tard que les deux hommes deviendront proches, à Princeton, après la guerre. Une photo est d'ailleurs prise en 1950 où on les voit tous les deux, et une légende veut qu'ils aient joué une partie d'échecs incomplète. Mais enfin, comme je le disais tout à l'heure, l'inspiration n'est pas l'imitation. Certains éléments repris par Oda ont été réagencés. Ce qui est important de noter à la fois pour Vegapunk et pour Shizar, c'est que les deux hommes ont regretté d'avoir été mêlés à l'armement nucléaire. Einstein fonda une institution de lutte contre ce dernier, et Oppenheimer aura cette célèbre citation reprise d'un texte issu de l'hindouisme « Je suis devenu la mort, le destructeur des mondes ». Pour Zatoichi, je vais commencer par vous lire le synopsis. Au Japon, durant la période Edo, Zatoichi est un masseur aveugle itinérant. Il est cependant extrêmement doué au sabre, particulièrement en yaijutsu. Ayant fréquenté les yakuza, il se retrouve régulièrement entraîné dans des querelles. Il essaye cependant de protéger les innocents de ces luttes entre clans. Il rencontre alors un garçon et une fille ayant quitté leur maison à l'âge de 7 ans. On peut donc commencer par supposer que ce personnage, réinterprété en 2003 par le légendaire Takeshi Kitano, est à l'origine de notre cher Fujitora, mais les détails ne s'arrêtent pas là. Zatoichi, ex-yakuza donc, gagne souvent son argent en faisant des jeux de dés. Bien qu'ex-yakuza, il va souvent aider ceux pour qui il a de l'affection. Il faut aussi préciser que ce personnage n'a pas l'air d'avoir eu une vie très simple. Trop de films des années 60 sont sortis, une vingtaine en tout plus une série, pour que je puisse réellement vous faire un bilan. Mais notez une dernière référence qui pourrait être cool, celle de Tigre et Dragon. Vous l'avez pas vu? Foncez. Le dragon est le symbole de Momonosuke mais aussi du père de Luffy. De son côté, le tigre est celui de Fujitora. Une scène très intéressante à Zoo où les deux animaux sont consécutivement utilisés par Kanjuro puis prennent une forme de dessin une fois arrivés en haut de Zunisha. Souvenez-vous de Chouchou, ce chien qui garde le magasin de nourriture pour animaux d'Orange Town. Son maître, Hawker, est atteint d'une maladie inconnue et lui donne comme dernière instruction avant d'aller voir le docteur de bien veiller sur le magasin. Hawker meurt peu de temps après ça et Chouchou continue sa garde. Le maire Buddle pense que Chouchou sait que son maître est mort et c'est ce qu'on va retenir. C'est une hypothèse plus qu'intéressante puisque c'est ici l'avis qu'a Oda sur l'histoire du chien Hachiko. Un professeur d'agriculture a l'habitude de se rendre à la gare de Shibuya avec son chien chaque matin et de prendre le train en le laissant là. Le chien revenait ensuite tout seul à la gare le soir pour l'horaire habituel du train retour. Un jour, le maître de Hachiko mourut au travail et ne rentra jamais à Shibuya. Malgré cette absence, Hachiko continua pendant 7 ans à se rendre chaque soir devant la gare pour attendre le retour de son maître. La gare de Chouchou, c'est le pet shop. Et cette théorie d'Oda insérée dans son œuvre rend l'acte de Hachiko encore plus beau à nos yeux. Oui, c'est Huckleberry Finn qui vivait dans un tonneau, mais Gaemon est issu d'un tout autre personnage, celui de Robinson Crusoe. Vendredi ou la vie sauvage est le roman de naufrage le plus connu à ce jour.
À cause des bêtises de vendredi, Robinson se retrouve privé des ressources qui ont échoué avec lui et devra se livrer à la vie sauvage. Gammon est bien évidemment issu de ce personnage, mais si je voulais le mettre dans cette vidéo, c'est avant tout pour attirer votre attention sur les animaux qui peuplent son île. Ils sont d'une rareté extrême, voire même unique, et s'il reste sur son île, c'est pour les protéger. Luffy lui a même proposé de rejoindre l'équipage, et j'espère juste que ce ne soit pas anodin. Les animaux qui vivent sur son île sont aussi rares que ceux qui vivent à Impel Down, et oui, si on veut jouer la partie de Jumanji de Gonzalo sur Whole Cake Castle, il va falloir miser sur cela. Et je pensais déjà à l'époque d'Impel Down que les animaux de la prison et de l'île déserte pouvaient avoir un lien. Lequel? Mystère et boule de gnome. Chut happy end. Les gens disent que le rappeur Lil Wayne a été envoyé par Dieu pour apprendre aux gens comment rapper. C'est par cette déclaration maladroite d'une journaliste à Eminem que commence cet inspi Fripsby à ses cours sur Eneru. D'ailleurs, Raijin étant trop flagrant et Eminem aussi, c'est un pari assez compliqué que de dire quelque chose qui n'a pas déjà été dit sur Eneru. C'est pourquoi je m'attarderai uniquement sur la réponse d'Eminem à cette question. Il a dit « Je ne me souviens pas avoir envoyé qui que ce soit ». Voilà pourquoi Eneru ne se prenait pas pour un dieu mais pour Dieu avec un grand D sans volonté. Enfin, tout ça pour dire que son apparence physique vient d'Eminem, son thème arrive tout droit de Raijin, mais d'autres vidéos ont déjà été faites. Et enfin, son caractère narcissique vient lui aussi de Slim Shady. Cobra Nefertari, roi d'Alabasta, le nom de son clan provient de l'une des reines les plus célèbres d'Égypte, Nefertiti. Elle était la femme d'Akhenaton, mais n'était pas la mère de Toutankhamon d'après l'égyptologie. Il est intéressant de noter plusieurs points. Le premier est associé à Akhenaton. Il est le premier pharaon à avoir décidé d'instaurer une religion monothéiste en Égypte, et donc l'un des premiers au monde. Son culte était voué à Aton, le disque solaire qui deviendra ensuite l'une des formes du dieu Ra, après la mort d'Akhenaton. Le pharaon meurt en hérétique et en portant la malédiction des dieux sur sa famille. Son fils Toutankhamon mourra bien jeune, à peine âgé de 19 ans. C'est son trésor qui fut découvert par Howard Carter, rescapé des pilleurs de tombeaux. Bien. Tout ça n'est certainement pas là par hasard, les Nefertari n'ont pas rallié la cause du gouvernement mondial après la guerre du siècle oublié, et ce pour une raison encore inconnue. Cobra veut poser des questions gênantes pendant la rêverie, et est en fin de vie. Va-t-il jouer le rôle d'Akhenaton? Enfin, les références égyptiennes sont nombreuses, et pour la prochaine, direction Figeac dans la région des pains au chocolat. Nous allons parler de Champollion. Bzz à toi Jean-François, le swag de l'abeille coule dans ton dard. Cette phrase est aussi chelou que t'as de la classe. Pour ceux qui ne connaissent pas ce grand homme, il est le premier à avoir trouvé une piste pour la traduction de hiéroglyphes, en affirmant qu'il s'agissait d'un alphabet. Grâce au copte, il arrive à écrire un dictionnaire, mais la question n'est pas là. Cette pierre, la pierre de Rosette, était intraduisible avant lui et provient d'Égypte. Vous ne voyez toujours pas. Elle a bien évidemment servi d'inspiration pour le poneglyphe du tombeau des rois. Allez, on finit avec les Zoan, se faisant appeler dieu protecteur du royaume. Pour Pell, vu que c'est un faucon, il n'y a aucun doute à avoir. C'est Horus, le dieu guerrier. Pour Shaka, c'est encore plus simple. Anubis, le dieu de la mort. Horus a succédé à son père Osiris, devenu par la suite le dieu des morts, dans le sens où il est leur roi, qui s'était fait découper en morceaux par mon chouchou Seth, son frère venu accomplir sa vengeance que je soutiens complètement. Suite à quoi les morceaux ont été jetés dans le Nil. Ce traître d'Osiris obtint tout de même sa vengeance à son tour, ce qui n'est pas correct venant du plus grand traître de l'histoire de la mythologie, Osiris et Isis ayant comploté pour renvoyer Ra dans le ciel et prendre sa place. Bref, Anubis, fils de Seth, était quant à lui destiné à peser les organes des morts pour voir s'il pouvait accéder au royaume d'Osiris. Il est d'ailleurs celui qui a embaumé Osiris, la première momie de l'histoire. Pour le principe, une plume de la déesse Mat, déesse de l'équilibre dans la Doua intergalactique, était posée sur un bout de la balance et les organes de l'autre bout. Si les organes étaient plus lourds que la plume, l'âme du défunt se faisait charcuter par Amit le patapouf. Pendant ce temps, Osiris, père des Schtroumpfs, regarde la scène. Le nom de Magellan vient de l'explorateur qui a découvert le détroit de Magellan. Ce détroit est un lieu impitoyable soumis aux pires conditions météorologiques qu'on puisse connaître. Les courants nord et sud s'y affrontent constamment. On le nomme le cimetière des bateaux. D'ailleurs, c'est également un cimetière de baleines, puisque le climat est si impitoyable qu'il s'occupe aussi de la faune. Notons maintenant la prison en elle-même, puis le pouvoir de Magellan en deux parties. Guantanamo et Alcatraz correspondent largement à Impel Down. Le climat étrange des différents étages, quant à lui, est certainement inspiré du détroit de Magellan. Les prisonniers ont l'air d'être inspirés de ceux de Guantanamo, au niveau de leur dangerosité pour le monde. Leurs conditions de vie aussi sont inspirées de celles de Guantanamo, avec les séances de torture ou le secret qui plane autour de la prison. Alcatraz a tout de même eu droit à des prisonniers de plus grand renom, tels Al Capone.
Les tentatives d'évasion ont toutes plus ou moins échoué. Ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est la première évasion. Les deux suivantes seront probablement détaillées dans un futur épisode d'Impel Down 4. D'ailleurs, je pense que cette série de théories s'arrêtera dans maximum 2 épisodes. La première évasion menée par Shiki, ayant pour seul évadé Shiki et visant à servir les envies de revanche de Sigul, de Shiki, le tout me fait largement penser à un certain conte de Monte Cristo. Enfin, les différents étages de la prison laissent planer un grand nombre d'inspirations. Les étages sont infestés de créatures mythologiques, ils représentent tous un enfer différent, comme Helheim pour le 5e étage, l'enfer classique des grandes religions au 4e étage, ou encore le désert faisant penser au chant des asphodèles présents dans l'Éreb du 3e étage. On peut aussi comparer le 3e étage à une partie de la Duat destinée à Seth ou Apophis. Enfin, je ne m'attarderai pas sur les cornes que l'on retrouve chez d'autres personnages de One Piece, mais vous invite tout simplement à mieux regarder les brassards, ou tout ce qui porte le symbole de la prison. Retour sur le Doku Doku no Mi. Je ne pouvais pas partir sans parler de 2 points approuvés par les fesses d'Onigumo. Premièrement, l'hydre. L'hydre de Lerne est l'un des adversaires les plus célèbres d'Héraclès, l'un de ses 12 travaux. C'est un monstre qui, à chaque tête coupée, voit naître un nouveau magasin de franchise. Ah non, ça c'est dans Percy Jackson. Une tête coupée en fait pousser 2. D'ailleurs, la laine de l'hydre est extrêmement toxique, tout comme celle de Magellan. Il est amusant de remarquer que l'autre bouse de vache ayant envoyé un crabe pour distraire Héraclès avec ses pinces, et que ce crabe devint par la suite la constellation du cancer, pourquoi c'est marrant? Parce qu'on a droit à quelques scènes avec Inazuma et Magellan. Enfin, dernier point, le Kodoku. Le poison de Magellan ne peut pas réellement avoir d'antidote, d'après ce qui nous est montré dans le laboratoire d'Impel Down. Un gros bonus pour Monsieur Bison Shiryu, qui en a eu un dans les fesses d'Onigumo. Et si l'antidote ne peut être créé d'après les docteurs, c'est que le poison de Magellan est un mélange assez schizophrène de toxines. En gros, trop de poisons différents. Le principe du Kodoku selon une légende asiatique, c'est d'enfermer les insectes les plus venimeux dans une jarre sans rien à manger pour eux. À la fin de cet Hunger Game Djinn de la Birdcage, il ne reste plus qu'un insecte, logiquement celui qui a eu droit à tous les poisons et donc qui en sort avec le poison le plus puissant. Après Magellan, c'est au tour de Christophe Colomb. Et oui, comme je l'ai écrit dans la vidéo de Rio sur l'avenir de la flotte Mugiwara, Orlombus est totalement inspiré de Christophe Colomb. Le vaisseau mère de sa flotte, le Yonta Maria, tient son nom de la Pinta, l'un des 3 bateaux de Christophe Colomb. C'est loin d'être fini, le type de bateau qui vient ensuite sont les 5 Santa Maria de la flotte. Cette fois, le nom n'a pas été changé, le bateau de Christophe Colomb s'appelait aussi la Santa Maria. Enfin, les 50 navires restants sont les Nita Maria, le nom venant bien évidemment du dernier bateau, la Nina. Le second Orlombus s'appelle Columbus. Simple hasard? Ça n'existe pas dans One Piece. Christophe Colomb partait à la base pour trouver une nouvelle route vers la Chine, en s'inspirant du voyage de Marco Polo. Il était sûr de trouver de l'or sur ses routes, mais au final, rien. Il fit des Amérindiens ses esclaves. Amerigo Vespucci lui piqua sa place pour le nom du continent, et il faut noter que les Indiens ne seront libérés que bien plus tard suite à la controverse de Valladolid. Cette précision n'est là que pour accompagner le titre d'Orlombus, l'aventurier au massacre imaginaire. Mais elle peut faire la transition avec le prochain inspi Frisbee. Mon petit préféré chez les Aztèques, Mayas et Olmecs, c'est Quetzalcoatl ou Kukulkan. Vous avez certainement déjà entendu parler du serpent à plumes dans l'un des mythes qui lui est consacré. Certains clans lui faisaient des sacrifices humains, d'autres affirmaient qu'ils détestaient ça. Et oui, revenons au flashback nous racontant l'histoire de Kalagara et Norland. La fille de Kalagara allait être sacrifiée au dieu serpent, qui n'est autre que le grand-père de Nola. D'ailleurs, bien qu'il n'ait pas de plumes, il a des cheveux. Pas très Clover comme serpent tout ça. Les chefs de tribu prenaient souvent le nom d'une divinité pour se considérer comme leur voix sur Terre. Encore un fait étonnant, la Verse. À peine arrivés sur Skypiea, les Chandia se sont fait chasser et massacrer de l'Upper Yard pour que les habitants de Skypiea puissent utiliser leurs ressources. Esteban, Zia, Tao et Mendoza, j'ai besoin de vous sur ce coup-là. Et oui, l'histoire est la même que celle du massacre des Amérindiens, qui comptait aussi les tribus mayas, aztèques et autres, par ceux qui deviendront plus tard les Américains. Mais les détails ne s'arrêtent pas là. Francisco de Orellana est un explorateur qui a participé à la conquête du Pérou aux côtés de Francisco Pizarro, peut-être l'homme ayant donné son nom à Avalo Pizarro. Il est l'homme qui a donné au fleuve le nom d'Amazone, mais était surtout connu pour être un bien beau menteur disant avoir trouvé l'Eldorado,
légende conquistador qui a servi à la création de Chandora. La mystérieuse cité d'or n'est certes pas sans rappeler celle que recherche l'équipe d'Esteban, mais c'est dans notre cas l'inspiration qui a poussé à l'histoire de Norland le menteur. Et voilà 20 thèmes qui nous ont conduits à voyager à travers le monde à différentes époques et dans différents contextes. La semaine prochaine, on revient dans un épisode suite, et pour la semaine d'après, on verra. N'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement si cette vidéo vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo au maximum pour que les abeilles soient de plus en plus nombreuses à bourdonner à travers le monde. Cette fois, je vous quitte sur une simple citation. Trop de thèmes ont été abordés pour pouvoir vous sortir un texte ciblé. On ne peut pas attendre que l'inspiration vienne. Il faut courir après avec une massue. Jack London. Je vous demande de vous abonner à Killer Bee, vous entendez? Killer Bee! Et pas autre chose.